et je vais débuter cet atelier par un propos introductif court et laisser ensuite la parole aux différents intervenants. Donc en introduction, je voudrais pour débuter dire quelques mots sur un constat. Nous assistons en effet aujourd'hui à des mesures un peu contradictoires. D'un côté, vous le savez, on a une vraie ouverture à la télésanté avec l'arrivée du télésoin notamment, et qui va fortement nous renforcer l'organisation du parcours coordonné. On va l'aborder durant cette table ronde. Et cette brique du télésoin qui nous manquait est vraiment importante pour nous parce qu'elle va permettre à tous les auxiliaires médicaux, qui sont nombreux, de soigner le patient à distance. Pour nous, c'est une vraie avancée. Mais de l'autre côté, nous assistons à une mesure économique qui va un peu à l'encontre du déploiement de la télémédecine, avec le projet de la CNAM de fixer un seuil maximum d'activité de télémédecine à hauteur de 20% de l'activité annuelle d'un médecin. Alors bon, pourquoi fixer une limite? C'est un peu la question que nous nous posons, alors que nous venons pourtant de vivre une crise sanitaire sans précédent, nous l'avons tous vécu, et durant cette crise, eh bien, on a des retours des acteurs de santé qui ont vraiment osé se lancer dans l'exercice de la télémédecine. Et on voit d'ailleurs que plus de 25% des consultations des médecins généralistes, par exemple, ont été exercées à distance par télémédecine. D'ailleurs, au plus haut de la crise, on avait presque 1 million d'actes qui ont été réalisés par semaine, utilisant le système D, comme le téléphone, qui a été bien sûr très utile, jusqu'au parcours organisé, jusqu'au parcours coordonné de soins. Bref, nous avons osé. Et c'est pour ça que cette table ronde est importante, parce qu'il faut continuer à oser. Et pendant cette crise, ce qui était important, c'est qu'on nous a fait confiance et l'administratif, le réglementaire nous a laissé oser et nous a laissé soigner à distance. Nous avons donc pu finalement tous expérimenter ce soin à distance, et les retours là des professionnels est vraiment important. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Avons-nous réussi à faire évoluer nos pratiques professionnelles? Est-ce que nous avons réussi à nous organiser pour faire aussi bien qu'en présentiel? Avons-nous vraiment pu mettre en place des équipes locales, pluriprofessionnelles, pour exercer cette médecine à distance, sans stress, en rassurant le patient? Avons-nous pu utiliser des outils interopérables, vraiment mis au service de nos pratiques de soins? Est-ce que nous avons réussi à donner envie aux citoyens, finalement, d'être soignés à distance par leur médecin? Voilà, toutes ces questions sont importantes et c'est un petit peu le chemin, disons, de nos débats qui vont être maintenant exprimés par nos invités. Et toutes ces questions vont être débattues durant cet atelier. Voilà, pour finir ce propos introductif, il est vraiment important en 2021 que l'on puisse oser encore plus, mais travailler tous ensemble et accompagner au mieux les pratiques professionnelles de tous les professionnels pour qu'il y ait une vraie connexion entre le numérique et la santé et vice-versa. Voilà, donc je voulais vraiment commencer cet atelier en posant ces questions et je vais maintenant donner la parole à Maxime Cotterman qui va nous parler du parcours de soins et de l'équipe régionale en santé digitale. Maxime, je vais éteindre mon micro, c'est à toi. C'est à moi. Merci beaucoup pour l'invitation. J'irai même au-delà du niveau régional, je parlerai du niveau national et bien entendu de la façon dont on peut bosser en équipe au sein des équipes de santé digitale et travailler aussi en équipe et en parfaite coopération avec les acteurs du soin présentiel et du niveau local. Ce que je retiens moi de l'année écoulée, c'est évidemment une forte adoption et le fait que beaucoup de professionnels de santé aient pu expérimenter. C'est aussi, au-delà des mesures dérogatoires qui ont été prises dans les autorités, un changement radical de discours qui a été beaucoup plus, non pas permissif, mais bienveillant, beaucoup moins clivant. On a eu, dans les mois qui viennent de s'écouler, j'allais dire un débat apaisé et constructif. Je partage
ton point, Nathalie, sur le fait que les dernières annonces montrent qu'on se crispe sur certaines positions. Mais malgré tout, je voulais discuter autour de adoption massive et bienveillance du moment. Donc, les praticiens ont expérimenté assez massivement. Moi, je vais vous parler de mon expérience. Chez Livy, on fait essentiellement de la téléconsultation, essentiellement de la médecine générale et un peu de psychiatrie. Et on a vu arriver massivement des collègues libéraux rejoindre notre équipe. On fonctionne en centre de santé dans nos salariés. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et pourquoi finalement ils sont restés? Parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a du reflux, bien entendu. Le quotidien reprend le dessus, mais on s'aperçoit que de nombreux sont restés. Et pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé au sein d'une équipe telle que celle de Livy une pratique très collégiale, une pratique en équipe. La collégialité est organisée, c'est pas quelque chose qui est spontané, ça repose sur une organisation, sur un projet médical, sur des règles, sur de l'investissement en temps et en technologie. Mais la première chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était pas du tout, même si on est à distance, c'est pas un exercice solitaire, c'est vraiment un exercice d'équipe plein et entier. Pour peu qu'on se donne la volonté d'organiser les choses et qu'on ne soit pas dans une pure logique de plateforme à la Uber où on a des travailleurs indépendants qui font ce qu'ils veulent. Donc, ils ont découvert cette pratique très collégiale. Première surprise pour eux, on n'est pas seul, on est aidé, on interagit, on a des échanges avec les pairs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'environnement a été beaucoup moins clivant, le débat a été moins clivant, l'environnement a été beaucoup plus bienveillant. C'est la nécessité de recourir au digital qui a probablement été à l'origine de ça. Et on se rend compte que ça ouvre le champ des possibles en matière de coopération, que ce soit au niveau local, régional ou national. On est de plus en plus en mesure, non pas d'opposer une pratique du soin digital organisée au niveau national, très à distance, avec un grand terrain de jeu, mais finalement un peu éloigné de la proximité. On ne l'oppose plus. Et l'environnement, la nature du débat a permis de rendre possible de plus fortes interactions entre nos organisations digitales nationales et les organisations plus présentielles et plus locales. Je donnerai deux exemples. Le premier exemple, c'est évidemment toutes les collaborations qu'on a pu avoir en tant qu'effecteur digital de la régulation libérale des centres 15. Nous, Livy, on a eu énormément de partenariats avec des centres 15 qui, pris sous des flux importants d'appels, ont pu nous adresser des patients sur la base de protocoles et de conditions établis entre nous. Ça, c'est très important. On est encore de fonctionnement dans un cadre de coopération et de projet. Et la deuxième chose, c'est l'émergence, j'allais dire enfin, de demandes de la part de CPTS qui souhaitent avoir à leur main des collègues en digital formés pour ça, pour venir prendre en charge en déversement et selon à nouveau des modalités établies entre la CPTS et nous, pour venir prendre en débordement des patients. Donc très clairement, cette adoption massive et cet environnement bienveillant ont vraiment permis de montrer et de faire émerger de nouvelles pratiques en équipe. Voilà ce que je voulais dire dans le peu de temps qui m'est imparti. Merci beaucoup, Maxime. Merci, c'était vraiment très intéressant. Et même s'il n'y avait que 5 minutes, je pense que le message est bien passé. Merci. Je vais maintenant demander à Étienne Deslandes, qui est donc médecin généraliste dans le Puy-de-Dôme, de nous parler de son initiative de création d'une CPTS. Merci Étienne. Oui, bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Oui, c'est bon. Très bien. Je ne sais pas si on peut peut-être projeter juste la première diapo sur le territoire de notre petite présentation de la CPTS. Les diapositives. Oui, c'est sur l'écran de droite. Il faut que je... Hop. Alors, attendez, excusez-moi, que je prenne en main l'outil.
Je n'arrive pas à la mettre, c'est pas très grave. Donc, je me présente, moi je suis Étienne Deslandes, je suis médecin généraliste dans le Puy-de-Dôme et donc président d'une CPTS qui a été montée il y a maintenant 2 ans. Et donc, je vais vous faire un retour d'expérience sur le montage de notre CPTS et puis sur notamment un projet de télémédecine qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Donc, la CPTS qu'on a montée a la particularité d'être sur un territoire très rural, dans ce qu'on appelle les Combrailles, qui est une région à l'ouest de Clermont-Ferrand, derrière les volcans, avec une taille qui est, en termes de population, qui n'est pas gigantesque. On a une taille 1, on a entre 18 000 et 20 000 personnes qui vivent sur ce territoire, mais sur un territoire qui est assez large, puisque pour traverser notre CPTS de ouest en ouest, il faut une bonne heure, il y a une 50aine de kilomètres, avec des routes qui sont ce qu'elles sont dans un territoire très rural. Notre CPTS a été créé au niveau associatif en mai 2019. On a signé les ACI un an plus tard. Le portage de projet s'est fait surtout en appui d'une coordination qui existait déjà sur le territoire, puisqu'on avait la chance d'avoir plusieurs équipes de soins, plusieurs maisons de santé et une équipe de soins primaires qui existait et qui se sont un petit peu mobilisées pour se coordonner à un échelon supérieur qui est celui de la CPTS. En termes de projet, le premier projet qui a un petit peu fédéré l'ensemble des acteurs, ça a été celui d'améliorer les retours d'hospitalisation. Ça avait un intérêt fédérateur entre les professionnels de santé. Le but était de faire du lien avec l'hôpital, mais aussi le but était de rattacher tout le secteur médico-social, puisque jusque-là, les coordinations précédentes se faisaient surtout entre professionnels de santé, et cette problématique-là était ressentie par l'ensemble des acteurs du territoire. On s'est placé ensuite sur de la prévention, non pas en mettant en place de nouveaux projets, mais surtout l'idée étant de coordonner l'ensemble des projets qui étaient sur le territoire, puisque chacun faisait un petit peu des actions de prévention de son côté. Ça arrivait régulièrement qu'on ait plusieurs actions sur le même territoire par des entités différentes, donc le but était de coordonner tout ça. Et puis le troisième axe très important de notre CPTS, c'est évidemment l'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire, que ce soit en termes d'accès à un médecin traitant ou de soins non programmés. On a monté à ce titre-là un centre Covid vers le mois de mars dernier, avec initialement l'idée de pouvoir centraliser un petit peu les demandes d'évaluation de patients qui étaient suspects pour éviter qu'ils aillent dans les cabinets, éventuellement par téléconsultation ou alors au domicile par une équipe dédiée. Et puis après, ce centre Covid s'est transformé plutôt en centre de prélèvement. Notre deuxième projet d'amélioration de l'accès aux soins se porte sur les soins non programmés. Le constat sur notre territoire était que l'accès à des consultations en soins non programmés était pas un gros problème, puisque la plupart des maisons de santé s'étaient déjà un petit peu emparées de ce problème, et chacun avait mutualisé en fait des plages d'urgence qui pouvaient être prises par les maisons de santé, ce qui permettait de remédier à cette difficulté-là. Là où on avait une problématique qui était plus importante, c'était sur les visites au domicile. On est sur un territoire, donc, comme je vous disais, rural, avec une population qui est vieillissante, polypathologique, et souvent très isolée, avec des difficultés pour se déplacer. Et donc souvent, c'est au médecin de se déplacer. Et prévoir une visite dans la journée quand il faut compter une demi-heure, 3/4 d'heure de trajet, en rajouter une, c'est jouable, 2, c'est compliqué, et 3, on ne le fait pas. L'idée était donc d'essayer de faire comme on a fait pour les plages de consultation, c'est-à-dire de les mutualiser entre les différents médecins. Mais la problématique était que si on mutualise sur les différents sites, eh ben on augmente la distance pour le médecin qui potentiellement peut aller sur l'ensemble du territoire. Et c'est là qu'on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'était de profiter un petit peu d'un fort maillage qu'on a sur le territoire en cabinet infirmier pour mettre en place de la téléconsultation, avec un médecin qui serait d'astreinte en téléconsultation, et puis un infirmier ou une infirmière qui se déplacerait chez le patient pour mettre en place la téléconsultation avec des outils connectés. Les points sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place ce projet, ils sont multiples. Le premier, c'était, comme je disais, le fait qu'on ait un maillage important en cabinet infirmier. Le deuxième, et qui est primordial, c'est le fait qu'il existe déjà un système d'information partagé avec des dossiers partagés
au sein des maisons de santé, mais aussi un lien entre les différentes maisons de santé, ce qui fait qu'un médecin d'astreinte pour faire une téléconsultation peut tout à fait voir un patient ailleurs sur le territoire et avoir accès au dossier, ce qui permettait une continuité dans les soins. Sachant que les infirmiers aussi ont accès à un système d'information partagé. Et puis évidemment, le fait que la technique aujourd'hui le permette, notamment avec des outils connectés qui permettraient de faire une consultation tout à fait pertinente au lit avec quelqu'un au lit du patient pour l'accompagner. Les principaux freins qu'on a eu, celui qui est très clair, c'est le temps. C'est le temps, puisque dès qu'on met en place ce type de projet, ça demande initialement de libérer du temps, ça demande aux médecins de libérer du temps d'astreinte en téléconsultation. C'est pas forcément inné chez chacun. Et puis ça demande aussi du temps chez les infirmiers, avec une demande aussi d'avoir une certaine astreinte pour pouvoir se déplacer, et potentiellement une astreinte avec une activité qui n'est pas assurée. Donc voilà, on a évidemment des moyens de financement pour financer ces astreintes et ainsi de suite, mais c'est quelque chose qui est difficile à recevoir par tout le monde. Donc pour l'instant, on est sur ce projet-là, on est encore au stade on s'est remis dans le diagnostic sur plusieurs choses. La première chose qu'on a dû réévaluer, c'était l'activité potentielle de visite pour voir si c'était intéressant. On a pu le faire grâce à notre système d'information qui nous permet de faire des requêtes. Donc, on a pu facilement en fait faire ressortir le nombre de visites en urgence qu'on devait faire dans la journée sur un mois, par exemple. Ça a montré la pertinence de ce projet. Et la deuxième chose, maintenant, on se relance un petit peu sur un sondage auprès des différents professionnels de santé pour voir un petit peu qui est motivé, quels sont les freins, et ainsi de suite. Je pense que ce qui est intéressant de voir ce dont on se rend compte dans ce montage de projet, c'est que la coordination, c'est toujours quelque chose de très difficile, principalement la motivation au changement. L'accompagnement au changement, ça reste, je trouve, le frein principal. On a souvent beaucoup de mal à faire suivre, à motiver et puis à convaincre. L'idée étant que ce qui est important, c'est que ça parte surtout d'une problématique qui soit ressentie par tout le monde. Et sur notre territoire, c'est ça qu'on essaie un petit peu de montrer, c'est que cette problématique, elle est centrale, elle est très importante pour les patients, pour l'accès aux soins, mais c'est aussi une amélioration de pratique pour chacun d'entre nous. Voilà. Si, en termes de juste peut-être un dernier mot sur une autre action de télésoins qu'on a mis en place, j'y ai pensé quand vous avez parlé de télésoins juste auparavant, dans le cadre du Covid, c'était la mise en place de télésoins par les infirmiers pour le suivi des patients fragiles. On avait investi dans des saturomètres. Les infirmiers pouvaient aller au domicile des patients pour les former à l'utilisation de ces saturomètres. Et après, on faisait du télésoin pour le suivi, du télésuivi pour les patients, avec l'utilisation d'un formulaire type dans notre logiciel commun, permettait avec les questions qu'il faut poser, l'évaluation, ainsi de suite, ce qui permettait de faire une évaluation pertinente et puis que ça soit intégré dans le dossier des patients. C'était quelque chose d'intéressant sur la mise en place du télésuivi pendant la crise. Voilà. Merci beaucoup pour ce propos très pratique. Je vois dans le chat qu'il y a pas mal de questions, donc on pourra débattre quelques minutes à la fin de l'ensemble des interventions. Merci beaucoup, Dr Deslandes. Je vais maintenant donner la parole à Laurie Marot, qui est donc spécialiste au niveau de l'HESP en sciences de la gestion et qui va nous parler du numérique au service des usages. Alors, Laurie Marot est connectée sur mon téléphone, donc je vais mettre le haut-parleur et je vais vous laisser la parole. Laurie, c'est à vous. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Je pense que oui. Allez-y, tout le monde vous entend. Oui, effectivement, je suis enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique et je travaille plus spécifiquement sur la santé numérique et la santé résiliente. Alors, je vais être moins dans l'opérationnel que les présentations qui ont été faites précédemment et je vais faire un pas de côté sur une dimension un peu théorique des usages et notamment des usages du numérique en télémédecine pour mettre en perspective cette dimension du travailler ensemble. J'aimerais juste commencer
commencer rapidement par des propos qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de Bruno Latour, au sujet non pas de la santé numérique, mais des bibliothèques numériques, qui datent déjà de 2010, parce que c'est un propos qui va bien introduire une première idée. Cette première idée que j'ai en tête, c'est le fait qu'il y a quand même tout un imaginaire, tout un narratif, tout un storytelling autour du numérique et des usages du numérique, et qu'il faut réussir à un petit peu démêler ce qu'on y trouve. Alors, Bruno Latour disait ceci: les termes délocalisé, dématérialisé, virtuel, numérique, digital ont quelque chose de si fascinant qu'on a parfois l'impression, en contemplant l'avenir des bibliothèques dans la boule de cristal des voyants et des chiromanciennes, que toute la lourde machinerie des livres et de leurs serviteurs va bientôt s'envoler en fumée. Or, c'est le contraire qui se passe. Plus on numérise, plus on matérialise. Donc ça, c'est un point vraiment qui est important. C'est qu'il y a une dimension qui est totalement invisibilisée du numérique et qui est pourtant très, très structurante de la façon dont on va ensuite le pratiquer. C'est que ce numérique, c'est un ensemble avant tout de dispositifs matériels et physiques. Alors, ce numérique, il va avoir comme, on va dire, capacité principale, essentielle, de transformer les espaces et les temporalités. On va avoir la sensation notamment de s'affranchir totalement des lieux et parfois des temps. Donc, on voit notamment dans le domaine de la santé que le numérique, il apporte une véritable transformation aujourd'hui des espaces de soins et ce qu'on appelle aussi des hybridations des espaces de vie. Donc, vous avez de plus en plus finalement le soin maintenant qui arrive dans les domiciles des patients sous une forme ou sous une autre, et inversement, une partie du domicile du patient se retrouve, lui, transporté ailleurs. Et donc tout ça entraîne en fait des agencements qui sont très, très spécifiques à ces situations de télémédecine. Par agencement, qu'est-ce qu'on entend dans la littérature? On entend en fait un ensemble de ressources humaines, matérielles, de connaissances qui, mises ensemble, vont former des situations particulières. Ces situations, elles vont donner lieu en fait à des activités, elles vont donner lieu à des pratiques professionnelles, elles vont donner lieu à des formes de responsabilité qui sont totalement inédites par rapport à ce que les professionnels pouvaient avoir connu par le passé. Et par ailleurs, ces situations, elles sont un petit peu renouvelées à chaque fois. Finalement, une situation de télémédecine au domicile, ça ne sera pas la même que dans un centre de santé, ça ne sera pas la même situation que de la téléexpertise entre d'autres professionnels, ça ne sera pas la même situation que quand on fait une réunion de concertation pluridisciplinaire en visioconférence, etc., etc. Et ces situations, elles sont, avec le numérique, elles sont construites, ces nouvelles pratiques, elles sont construites en interaction entre ces professionnels du secteur, et elles sont aussi surtout construites en pratiquant les outils. Et donc, de fait, en fait, c'est assez difficile d'anticiper ce que vont donner ces situations en pratique, et c'est pour ça que souvent on a vu quand même des expérimentations qui ont été dans la difficulté quand on a parlé télémédecine, parce qu'on a eu, en tout cas, du mal à anticiper ce que ces situations en pratique pourraient bien donner. Et notamment parce qu'on est dans cette logique d'interaction entre des êtres humains et des machines qui dépendent aussi beaucoup de l'environnement dans lequel on se trouve. C'est tout bête, mais enfin, si vous n'avez pas le bon matériel et une bonne connexion Internet, par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés que ceux qui vont être dans un environnement favorable. Si vous êtes dans un environnement bruyant, vous allez avoir plus de difficultés que si vous êtes dans un environnement favorable. Donc, on voit bien, en fait, tout l'aspect physique. Donc, d'une part, en fait, ce qui est intéressant de retenir, c'est que l'acte de télémédecine, c'est bien un acte qui est à distance. De toute façon, téléos, c'est bien la distance en grec, mais c'est un acte qui reste physique. Il n'est pas dématérialisé, il est juste matérialisé autrement. Donc, il engendre des formes de proximité virtuelle, de proxémie, comme les appelait Hall, c'est-à-dire qu'on peut effectivement développer des formes de proximité, notamment avec le patient, qui sont différentes, parce qu'on ne peut pas mettre la main sur l'épaule du patient ou l'ausculter de la même façon. Par contre, l'acte lui-même, c'est bien un acte qui s'ancre dans une matérialité et un environnement spécifique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point à retenir, c'est que ces outils, de par leur physicalité, de par leur matérialité, ils ne sont pas neutres. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'on a souvent vu les dispositifs numériques comme étant quelque chose de très objectif. Il suffit de les poser là et puis, nous, on va savoir les utiliser comme il faut. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe avec les outils numériques, parce que les outils, ce ne sont pas des objets neutres a priori. Pour vous faire un parallèle un peu trivial,
n'importe quel outil, déjà Jacques Ellul le disait il y a une 50aine d'années, n'importe quelle technique, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi, ni même neutre. Voilà. Donc par exemple, si vous vous trouvez dans une pièce avec moi et que j'ai un couteau de 30 cm à la main et que vous avez une petite cuillère, indépendamment de mes intentions et indépendamment des vôtres, vous ne devriez pas trouver que la situation est neutre. Eh bien, en fait, un dispositif numérique, c'est exactement pareil. Le dispositif numérique, il va formaliser au travers de biais de sa propre conception à lui et de sa propre programmation un certain nombre de procédures et de façons de réfléchir et de façons de faire l'activité. Et donc, en fait, nos usages en face de ces dispositifs-là, ça va être souvent des ajustements permanents. Voilà. Donc, grosso modo, c'est la machine ne pense pas comme l'humain, mais la machine a quand même inscrite en elle une certaine façon de penser la procédure ou l'activité. Et de fait, quand on regarde ces aspects, cette matérialité, cette non-neutralité du dispositif, on s'aperçoit qu'il y a finalement un enjeu fort à se saisir collectivement, tous les acteurs, de la conception de ces outils pour en maîtriser en fait ces fameux biais, on pourrait appeler des biais de formalisation ou des biais de conception, et pour en faire davantage un outil qui soit réellement au service des pratiques réelles, des pratiques telles qu'on les pense collectivement, notamment des pratiques de coordination, et de ne pas avoir l'effet inverse, c'est-à-dire d'avoir des pratiques qui sont perpétuellement en train de se réajuster à des outils qui ont été conçus d'une certaine façon par d'autres. Voilà, c'est essentiellement les points sur lesquels je voulais appuyer pendant ces 5 minutes. Merci beaucoup, Laurie. Finalement, ça marche très bien aussi avec le téléphone. Et c'était très bien aussi de montrer cette autre dimension, effectivement, qui n'a pas été abordée jusque-là dans cette table ronde. Ça complète bien les propos que l'on vient d'avoir avec les intervenants. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Lydie Canipel, qui préside la Société française de santé digitale avec moi, pour conclure sur cet atelier. Et peut-être, Lydie, nous expliquer en quelques mots ce qu'est un parcours coordonné de soins. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris. Lydie. Ça, c'est une bonne question, Nathalie. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à poser la question autour de vous, à des gens qui, même les professionnels de santé, mais encore plus à votre voisin ou autre, qui n'est pas du tout dans la santé. C'est exactement comme pendant le Covid, quand on voyait apparaître à 20h, appelez votre médecin pour une téléconsultation. Moi, je suis dans un village de 200 habitants. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas un qui savait. Même mon pharmacien, il y a 6 mois, m'a demandé qu'est-ce que la télémédecine, parce que moi, je lui en parlais. Pour vous dire comme on est à des années-lumière dans des villages comme ça, des avatars que nous vivons cet après-midi. Je ne sais plus l'heure qu'il est. Donc, et quand nous formons à l'Université de la médecine digitale, il y a tout un chapitre sur le parcours coordonné, et je pose à tous les participants qu'est-ce qu'un parcours coordonné, et là, bing, j'ai un grand blanc autour du parcours coordonné. Qui sait aujourd'hui qu'à partir du moment où l'on a donné un médecin traitant référent déclaré à notre caisse d'assurance maladie, nous entrons dans un parcours coordonné. Nous sommes dans un parcours. Donc, on voit bien là, tout le temps, on vit ça depuis, mais ça fait partie du changement, hein. Mais on voit le décalage qu'il y a sans arrêt avec des textes de loi, des décrets, des avenants, etc., qui sortent employant la plupart du temps des mots d'experts, hermétiques au terrain, et pas d'accompagnement, pas d'explication de texte pour le terrain. Alors, ce n'est pas valable pour tout le monde. Certains baignent dedans et comprennent très bien. Mais je peux vous dire qu'il y a une majorité qui déjà passe par la case explication de texte. Et cette explication de texte, non seulement elle prend du temps, mais elle rebute. Elle fait peur parce qu'on n'emploie pas des mots simples pour apprivoiser dans le changement à une nouvelle façon de travailler pour nos professionnels de santé ou pour nos patients y aller. Alors, c'est quoi un parcours coordonné? Tu me poses la question, Nathalie. C'est tout simple. Quand j'ai un parcours coordonné de soins, en quelque sorte, c'est le chemin de santé dans l'année de mon patient.
Quand je prends un chemin, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre du monde bien souvent, pas toujours en forêt, mais bien souvent je rencontre du monde. Et bien ce monde, c'est bien ce qu'on appelle tous le parcours coordonné, la coopération pluriprofessionnelle. Mais cette coopération pluriprofessionnelle, on vient de le voir, elle ne peut exister, elle existe depuis toujours. C'était quoi déjà? C'était mon médecin qui était en consultation en face-face, qui prenait son téléphone ou qui disait à la patiente « Je vous remets une lettre pour votre cardiologue, je vais appeler votre infirmière pour qu'elle vous fasse des glycémies tous les matins. » Et c'est ce que faisait notre médecin traitant tout seul dans son cabinet. Aujourd'hui, c'est une véritable opportunité par le biais de la télémédecine, et donc il ne faut pas opposer au face-face, mais là, on peut coordonner nos professionnels de santé pour mettre notre médecin en exercice comme il le faisait en face-face, en toute sécurité. Mais pour qu'il puisse le faire, il lui faut des bons outils. Et on vient de le voir avec Laurie, les limites et les difficultés à mettre en place des bons outils. Des bons outils, c'est quoi? Si on parle d'un côté de parcours coordonné, il nous faut des outils interopérables. Il faut que les outils de l'infirmière, du pharmacien parlent à l'outil du médecin. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui va déterminer le choix d'un bon outil? Ce qui va déterminer, c'est l'objectif de soin. Et seul le médecin est en capacité de connaître son objectif de soin. Et il est le seul à pouvoir mettre la bonne organisation en place. Ce qu'il faisait avant. Avant, il envoyait une lettre ou il appelait l'infirmière. Là, aujourd'hui, il va mettre en place un rendez-vous de l'infirmière ou du pharmacien à l'heure dite pour que l'infirmière accompagne le patient avec des outils connectés et que lui, dans son cabinet, tranquillement, avant, c'est lui qui posait le stéthoscope. Demain, c'est l'infirmière qui le pose. Et c'est lui qui écoute toujours le cœur. Donc, on voit bien que son métier n'a pas changé. Mais si on veut qu'il puisse s'exercer correctement et que l'on arrête d'employer des mots et qu'on ne mette pas en place les structures qu'il faut et les outils qu'il faut sur le terrain pour qu'il puisse le faire, il nous faut les bons outils et il nous faut laisser aussi la liberté à nos professionnels de santé de s'organiser localement entre eux tranquillement. Non mais Julie, je la passe quand? Merci beaucoup Lydie. C'est beaucoup plus clair, je pense, pour tout le monde maintenant. Tout le monde sait maintenant ce qu'est un parcours coordonné. Et j'ai effectivement apporté aussi une belle conclusion de cet atelier. Alors, il nous reste 2 minutes pour des éventuelles questions de la salle. Et donc, je disais tout à l'heure que certaines questions étaient apparues sur le chat que nous avons là sur la plateforme, notamment une question pour Étienne Deslandes sur le maillage des pharmacies en France, qui est finalement le maillage réussi en France en ce qui concerne les services de soins, qui n'a pas été évoqué dans votre propos, et je crois que c'est Alain Brecler. Alain, je ne sais pas si tu es dans la salle, qui posait cette question. Oui, tout à fait. Oui. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est primordial de s'appuyer sur le maillage des pharmacies. On le fait, mais sur d'autres projets. Là, comme on parle vraiment les pharmaciens, par exemple, dans notre CPTS, quand ils envisagent la télémédecine, c'est éventuellement mettre en place des téléconsultations dans leur pharmacie. Mais sortir de leur pharmacie pour aller chez les patients avec des outils connectés, c'est pas du tout dans leur culture. Et je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent, puisque l'intérêt aussi d'avoir un infirmier qui va au domicile du patient, c'est que l'infirmier peut préparer la téléconsultation plus facilement et peut mettre aussi en place le résultat de consultation, c'est-à-dire que s'il faut derrière faire une prise de sang, mettre une perfusion, donner une thérapeutique ou quoi que ce soit, il y a pas mal de gestes. En fait, ça arrive très souvent. Nous, quand on fait une visite, on laisse des ordonnances pour l'infirmière pour qu'elle fasse quelque chose derrière, qu'elle poursuive quelque part notre consultation. Donc, il y a une certaine continuité. Et il y avait vraiment cet aspect d'être au domicile des patients. Et voilà, ça c'est vrai que dans notre projet, les pharmaciens, on ne les voyait pas, et eux non plus, aller au domicile des patients. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres choses en coordination à faire avec eux, évidemment. Merci beaucoup. Une dernière question également que je viens de lire là sur le chat sur les infirmières. Donc la question posée est celle du financement des infirmières accompagnantes dans le cadre de la télémédecine et sur quelle base de tarification
qui va Alors, répondre. il y a deux modes de financement. Il y a le financement conventionnel des infirmières qui est de financer la téléconsultation qui, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est pas de bêtises, ça doit être 4,2 MI, je sais plus. Enfin, je sais, genre, ça doit être 13 ou 14 euros. Et puis surtout, nous, l'idée, c'était qu'avec le fonds de la CPTS, on cherche on va essayer de financer cette astreinte. Il y a un financement dans les CPTS qui est dédié normalement à une compensation des temps dédiés par des professionnels de santé pour les soins non programmés. Normalement, c'est plutôt vu souvent comme pour les médecins qui donnent des places d'urgence. Si elles ne sont pas remplies, on peut leur donner un petit forfait en compensation. Nous, l'idée, c'est qu'on se dit que les médecins, ça va, ils ont ce qu'il faut, mais par contre, les infirmiers qui, eux, se libèrent du temps, et ce n'est pas dans leur culture de se libérer du temps d'astreinte, s'ils le font, ils font un geste en plus, il faut que ça soit financé. Donc, évidemment, il y aurait un forfait, mais il faut qu'on puisse le chiffrer, mais il y aura un forfait pour financer ce temps, évidemment. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? On a encore 1 minute. Non, on ne veut pas poser de questions. Non? Eh bien, écoutez, nous vous remercions. Nous remercions l'ensemble des intervenants de cette table ronde qui ont évoqué de manière très pratique l'ensemble des dimensions sur finalement la pratique de la télémédecine et comment oser y aller et comment s'organiser pour y aller et comment il va falloir maintenant travailler pour les accompagner au mieux. Et donc, je vous remercie. Ça nous donne vraiment une vision très intéressante de ce qu'il nous reste à faire. Merci à tous. Merci à toi. Ah oui, on peut applaudir, c'est vrai.